Bonjour, ici Francine Loca, naturopathe. Bienvenue à Naturel un jour santé pour toujours. Aujourd'hui, je me situe à Montréal dans un cabinet de dentiste, mais pas n'importe quel. Je vous explique un cabinet de dentiste holistique. La différence, si vous avez le côté holistique et vous avez la médecine traditionnelle, conventionnelle. La différence dans les deux, c'est surtout, ça se situe au niveau de la définition de la santé, en fait, que les deux font. Le côté conventionnel, eux, leur définition de la santé, c'est plutôt dire l'absence de maladie. Alors, ils vont focuser plus sur la maladie, sur vos symptômes. Eux, leur façon de voir ça, c'est plutôt que tu attrapes la maladie. Tu t'en vas dans la rue, puis à un moment donné, pouf, la maladie te tombe dessus. Ou sinon, ils vont parler beaucoup du côté génétique. Fait qu'ils vont s'occuper surtout des symptômes, ils ne vont pas vraiment s'occuper de la cause. D'ailleurs, la cause est souvent inconnue. Alors, c'est ça plutôt la différence. Puis le côté holistique, eux, leur définition, c'est beaucoup en accord avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, eux, leur définition, c'est plutôt un état de bien-être, un état de bien-être physique, mental, spirituel, social. Alors, puis eux, comment ils voient ça, c'est plutôt que tu développes la maladie. Tu vas développer la maladie si ton corps, tes liquides vont devenir acides, ce qui veut dire une baisse d'énergie au niveau cellulaire. Puis si tu as une baisse d'énergie au niveau cellulaire, ce qui va arriver, c'est que ton système immunitaire ne sera pas capable de te défendre. Donc, les virus qui nous entourent, puis les bactéries, d'ailleurs, sont toujours là. On va les développer si nos liquides et notre corps devient acide. Tandis que le côté conventionnel, eux, c'est plutôt que tu attrapes la maladie. Alors, c'est comme, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu t'en vas, puis la maladie te tombe dessus. Ou sinon, ils vont dire, c'est ça, beaucoup, ils vont dire que c'est héréditaire. Fait que, dans le fond, fait que le côté conventionnel te dit, occupe-toi pas, c'est pas ta responsabilité. Dans le fond, tu es né comme ça, peu importe ce que tu fais, que tu manges n'importe quoi, des Big Mac, des hamburgers, des frites, il n'y a rien qui va se passer, tu peux attraper la maladie comme ça. Fait que ça fait que tu ne prends pas ta responsabilité. Tandis que le côté holistique, en disant que tu développes, il faut que tu t'occupes de ton terrain, mais ça te remet la responsabilité à toi de t'occuper de ton terrain pour que tu aies de l'énergie et tout ça pour ne pas te développer. Parce que les virus, les bactéries nous entourent toujours. Ce qui fait que tu vas les développer, c'est toi, si ton système immunitaire est trop faible, tu vas te développer. Alors ici, aujourd'hui, on se situe d'une dentisterie holistique, ce qui veut dire qu'il va prendre en considération l'état global de l'humain. D'ailleurs, en arrière de la carte de Dr Benoît, que je vous présente bientôt, là, c'est marqué « En harmonie avec la nature et sa perfection ». Alors, ça vous dit en gros que quand vous venez voir Dr Benoît, oui, il va s'occuper de votre dent naturellement, mais il va considérer, si vous met un plombage ou quoi que ce soit, les matériaux qu'il va utiliser vont être en accord avec la globalité de votre corps. Ça ne va pas vous intoxiquer. Alors, c'est ça. Il va s'occuper de votre dent, mais en même temps, il va avoir une idée globale de votre corps pour ne pas intoxiquer plus votre corps. Alors, aujourd'hui, je vais vous détailler un petit peu de quoi qu'on va parler avec Dr Benoît. On va parler de mercure, un métaux lourd, un neurotoxique, qu'on met encore dans la bouche des gens d'ailleurs. Le gouvernement et l'assurance maladie payent encore pour les plombages au mercure chez les enfants et les assistés sociaux. Alors, on va parler de ça. On va parler aussi des traitements de canal. Un traitement de canal, c'est quoi que ça veut dire? C'est que tu as une dent qui est infectée, pourrie, peu importe. On va aller sectionner le nerf de votre dent, mais vos tissus, là, ils continuent à se toucher encore. Le système lymphatique circule dans tout ça. Puis quelque chose de mort sur un corps finit toujours par pourrir. Mais s'il y a une connexion encore avec le système lymphatique, bien, pensez que les toxines qui vont générer de votre dent vont toucher à votre corps et ils vont infecter votre corps. Peut-être que vous ne le verrez pas sur le coup, mais tranquillement, c'est sûr. Tout ce qui est mort, pourri, puis tout ce qui est pourri génère des toxines. Puis quand il est branché encore à votre corps, bien, c'est sûr que votre corps va s'en ressentir. Puis n'oubliez pas que chaque dent est branchée avec vos méridiens. Ça, c'est de la médecine chinoise. L'acupuncture est basée un petit peu là-dessus. Fait que quand vous avez un traitement de canal, bien, on va élucider un petit peu plus c'est quoi ça. D'ailleurs, quand vous avez un corps mort, mettons que votre orteil elle a de la gangrène, elle est noire, elle est pourrie,
bien, on va vous la couper. Parce que si, imaginez qu'on laisse l'orteil là noir, puis qu'on va juste sectionner le nerf pour pas que vous sentiez la douleur, bien, votre orteil va générer des poisons, puis, étant donné que c'est connecté encore, bien, ça va prendre la circulation lymphatique et ça va vous tuer à long terme. Bien, vos dents, c'est la même affaire, ça génère beaucoup de poisons. Allez lire dessus, je vais vous mettre des sites pour aller vous informer, puis avec Dr Benoît, on va parler de ça tantôt. Alors, on va parler de traitement de canal, on va parler aussi d'implants, des matériaux utilisés pour les implants, des ingrédients qu'il y a. On va vous parler, il y a certains matériaux qui sont plus dommageables que d'autres, alors on va vous parler de ça. On va vous parler aussi des dentifrices, tous les ingrédients qui sont nocifs qu'on peut retrouver dans les dentifrices. On va vous énumérer chacun des ingrédients, fait que préparez un papier et un crayon pour qu'à l'avenir, quand vous allez acheter votre dentifrice, que vous voyez que vous n'achetez pas des toxines qui vont abîmer votre santé, en fait. On va parler aussi, on va vous donner une recette de dentifrice maison qui est facile à faire, qui n'est pas dommageable. On va parler un petit peu aussi, un millimélo de questions. Là, on va parler du bicarbonate de soude. Beaucoup de gens se posent des questions sur le bicarbonate, le citron, les sortes de brosses à dents, les rince-bouches. On va parler des biberons pour les bébés, tout ça. Alors, en gros, c'est ce qu'on va parler. On va parler aussi de la greffe PRF. Ça se fait ici. C'est une greffe spéciale quand vous avez besoin au niveau des déchaussements de dents et tout ça. Là. Alors, on va élucider là-dessus aussi. Alors, on se rejoint. Restez avec nous. Dans quelques secondes, on va aller rencontrer Dr Benoît. Merci. Alors, je vous présente Dr Benoît. Bonjour, Dr Benoît. Bonjour, Francine. Alors, on s'est rencontrés la première fois quand vous avez fait une conférence au Supermarché Avril. J'étais allée le voir à la fin, puis j'ai trouvé tellement ça intéressant que je lui ai dit, il y a beaucoup de monde ici, mais il n'y a pas assez de monde qui sait ça. Fait qu'il faudrait faire une entrevue puis accepter. Alors, merci beaucoup. On va partager l'information parce que c'est ça que les gens ont besoin de savoir. C'est mon plaisir. Bon. Alors, je pense que tu as commencé au début de la carrière pas au niveau holistique. Pas du tout. Je connaissais même pas le terme, en fait. Et j'ai commencé avec ce que j'avais appris dans mon cours à l'université. Et c'est quelques années plus tard, je dirais 4 à 5 ans plus tard, où j'ai été invité à une conférence donnée par des dentistes qui avaient une approche holistique, que là, je me suis réveillé à un autre monde, une autre façon de voir les choses. Et là, ça ne correspondait pas avec ce que j'avais appris, du moins pour certains domaines ou certaines façons de voir la dentisterie. Et curieux de nature, j'ai voulu enquêter pour savoir comment des dentistes pouvaient, dans le fond, penser comme ça et quels étaient les fondements en arrière de ces croyances-là pour réaliser plus tard que plus j'approfondissais mes connaissances, plus je réalisais que derrière le terme holistique, il y avait un monde à découvrir et plus j'en apprenais, plus je me rendais compte à quel point les dentistes étaient mal informés. OK. Fait que c'est ça qui t'a amené. C'est pas un état de santé. C'est vraiment... Dans mon cas, ce n'est pas un état de santé, c'est vraiment une journée de conférence qui m'a fait réaliser qu'il y avait autre chose et j'ai voulu en savoir plus. OK. Fait que parle-nous les dents, au mercure, les plombages, etc. Alors, le mercure, dans le fond, se retrouve dans les amalgames gris qui sont utilisés pour réparer les dents, qu'on appelle des plombages, mais il n'y a pas de plomb dans les amalgames. C'est, dans le fond, du mercure à 50 de l'argent à 30-35 de l'étain, du zinc et du cuivre. Et ça fait un amalgame qui, dans le fond, durcit lorsqu'on le mélange au mercure. La poudre d'un côté avec le mercure de l'autre fait un alliage et ça fait l'amalgame qui est gris et qui malheureusement va relarguer au fil des années le mercure sous forme de vapeur parce que le mercure n'est pas stable dans l'amalgame contrairement à ce qu'on a appris.
Ça veut dire que quand on brosse les dents, quand on grince les dents, quand on prend un breuvage chaud, quand on mastique de la gomme, le mercure s'échappe encore plus. Puis le cerveau, il n'est pas loin de là. Le cerveau n'est pas loin, les muqueuses sont très perméables, on le respire aussi, donc ça traverse les tissus, on en respire, ça s'en va partout dans le corps. Et le mercure s'accumule au fil des années sans qu'on en ait vraiment des conséquences, mais à un certain point, quand le corps a accumulé une certaine quantité avec laquelle il est plus capable de dealer ou avec laquelle il est plus capable de gérer, c'est là, à ce moment-là, que le système immunitaire flanche et qu'on a des répercussions, que ce soit neurologiques ou du système immunitaire ou endocrinien, parce que le mercure est toxique et va dans tous les organes, donc on peut s'imaginer que ça peut affecter tout le corps au complet. Puis, il faut juste dire aussi, si vous faites enlever vos plombages, je crois qu'il y a des précautions. C'est là la différence entre les dentistes holistiques et les dentistes traditionnels. Moi, en tout cas, avant, j'allais à un dentiste conventionnel, traditionnel. Puis la façon qu'ils enlèvent ça, ils m'ont pas mis vraiment d'oxygène pour que je respire. Ils m'ont pas mis vraiment ce que vous appelez là. Fait qu'expliquez aux gens de faire bien attention quand ils vont retirer. C'est quoi qu'il faut prendre comme précaution? Effectivement, si on fait enlever les amalgames et que le dentiste fraise dedans et laisse s'échapper encore plus de vapeur et de débris et que le patient n'est pas protégé, bien là, on est exposé encore plus et de façon intense au mercure, ce qui peut être dommageable. Donc, ce n'est pas bon d'avoir le mercure en bouche, mais ce n'est pas bon de le faire enlever sans précaution. Les précautions qu'on prend à la clinique, c'est de donner un absorbant naturel qui est, dans le fond, le charbon végétal activé, qui agit comme protection, je dirais, supplémentaire si jamais, malgré la barrière que l'on met dans la bouche avec la digue, malgré le haut débit de succion, beaucoup d'eau pour refroidir l'amalgame, si malgré tout, il y a une contamination, le charbon va se lier au mercure. C'est en comprimé, ça? En poudre, pour qu'il soit plus rapidement absorbé. On va aussi, après le rendez-vous, donner de la vitamine C comme un antioxydant. Et bien sûr, pendant la dépose, on place sur le nez du patient, ce n'est pas de l'oxygène, mais c'est de l'air, dans le fond, qui est d'une source qui n'est pas contaminée pour que le patient respire non pas des vapeurs de mercure directement d'accumuler autour de la bouche, mais un air qui est sain. Et on utilise un filtre avec une espèce de trompe d'éléphant qui vient absorber comme une grosse balayeuse, dans le fond, ultra puissante, qui vient soutirer les vapeurs pour ne pas que les vapeurs aillent dans la pièce. Et ce filtre-là utilise également un filtre au charbon pour que les contaminants soient filtrés, demeurent dedans et que la pièce soit maintenue saine. Alors, quand on enlève les amalgames, qu'est-ce que vous le remplacez par quoi à ce moment-là? Alors, on peut le remplacer par des composites, on peut le remplacer par de la céramique. Donc, il y a différentes façons de faire, mais de façon générale, on peut dire que les composites sont utilisés la plupart du temps. C'est un polymère qui est, dans le fond, polymérisé en place sur la dent ou dans la cavité et qui est blanc, qui est collé sur la dent et qui va remplacer l'amalgame. Il y a quelques années, on s'était dit « Ah, ça n'a pas de bon sens de remplacer ça avec le composite parce que il y a des problèmes, ça ne résiste pas, ça s'use rapidement, les caries se font plus facilement au pourtour. » Et tout ça, c'était en partie vrai, mais parce qu'on avait une mauvaise conception du collage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les composites, aujourd'hui, sont très résistants à l'usure, mais qu'il faut les appliquer de façon très méticuleuse pour que le composite puisse bien coller et bien sceller au pourtour. Et à ce moment-là, on a une réparation qui peut durer 15, 20 ans et plus. Mais il faut qu'à la base, le collage soit bien fait.
Alors maintenant, on va parler de traitement de canal. Oui. Bon. Alors, est-ce qu'on en fait ici des traitements de canal? Alors, non, on n'en fait pas pour une raison bien simple. C'est qu'une fois que le traitement de canal a été fait, on est en présence d'une dent morte. Et que la dent soit morte ou infectée, on a une accumulation potentielle de bactéries anaérobiques dans les pores de la dent qui va amener la dent à être toxique, remplie de toxines qui vont se relarguer dans la circulation, dans l'os périphérique. La zone grise en dentisterie, c'est qu'on n'est pas capable de savoir quelles vont être les répercussions sur le système immunitaire à long terme du patient. C'est un peu comme un coup de dé. Est-ce que le patient va bien réagir, va pas réagir? Est-ce qu'il va avoir des conséquences? Je pense que dans le doute, sachant qu'il y a quand même une bonne partie des patients qui peuvent être affectés par les toxines ou la toxicité des traitements de canaux, dans le doute, on devrait s'abstenir parce que courir une chance que un patient sur 5, et là je le dis sans vraiment avoir de base pour cette statistique-là, mais on voit quand même qu'il y a des patients qui réagissent mal au traitement de canaux. Et on le voit davantage sur le terrain quand on les enlève. Parce que d'enlever les dents infectées, les patients vont nous témoigner de certains bienfaits. Ah, j'ai plus d'allergie. Ah, j'ai plus mal à l'articulation. Oh, j'ai plus de palpitations au cœur. C'est incroyable. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que la dentisterie nous a jusqu'à maintenant là, appris, disons, dans les voies traditionnelles. Fait que finalement, la solution, c'est de l'arracher. Si elle est infectée... La solution, c'est de ne pas garder de dents mortes dans la mâchoire. Je pense que la médecine l'a compris depuis longtemps qu'un organe mort ne devrait pas rester présent dans le corps humain parce que le corps ne peut plus se défendre, le système immunitaire ne peut pas se rendre. Et même si le traitement de canal est très bien fait puis que le canal principal est bouché à la perfection, le dentiste n'est pas capable d'aller nettoyer ou fermer tous les pores de la dent qu'on appelle les tubuli. Et c'est là le problème parce que si on a une quantité importante de vide dans ces tubuli-là, il va y avoir des bactéries qui vont s'accumuler, qui vont se nicher là, parce qu'on en a toujours dans le corps. Ces bactéries-là vont se transformer en bactéries anaérobiques parce qu'elles s'adaptent et éventuellement vont libérer des toxines qui sont très puissantes et le corps ne peut pas rien faire. Il se débat tant bien que mal pour gérer ces toxines-là, mais n'est pas capable d'aller à la source pour éliminer les bactéries parce qu'il n'y a plus de circulation sanguine. C'est ça, exactement. Alors, on vous a parlé en gros de traitement de canal. Maintenant, on va aborder les implants. D'ailleurs, ça va avec un petit peu. Si tu arraches une dent, souvent les gens, au lieu de laisser le trou à l'air, ils vont mettre un implant. Alors, il y a différents types de matériaux. Alors, bien sûr, une fois qu'on a enlevé la dent, il y a différentes solutions. On peut, si ce n'est pas un enjeu esthétique et qu'il n'y a pas de problème à la stabilité de l'occlusion et que le patient mastique bien, et c'est vrai pour certaines dents qui sont plutôt vers l'arrière, bien, on peut à ce moment-là ne pas la remplacer et de fonctionner très bien quand même. Si on la remplace, bien sûr, il y a différentes options. Le partiel, le pont et l'implant. Le partiel, c'est un compromis parce que c'est quelque chose d'amovible, c'est quelque chose qui est moins confortable et si pour plusieurs dents, ça peut être une décision plus économique et plus facile, pour une dent, remplacer une dent avec un partiel, c'est pas très logique. Faire un pont, souvent, va impliquer de tailler les dents voisines, ce qu'on ne veut pas faire quand on veut être plus conservateur, surtout que tout est pris ensemble après, donc on ne peut plus passer la soie. S'il arrive quelque chose à une des dents piliers, c'est tout
le pont complet qui est remis en jeu, puis qu'on doit refaire. Et on se rend compte que les implants, parce qu'ils ont de plus en plus de succès, parce qu'on a des techniques de plus en plus adéquates pour gérer, dans le fond, la préparation du site où on place l'implant de façon beaucoup plus, je dirais, facile et adéquate maintenant qu'on n'a plus les limites ou les limitations qu'on avait avant pour faire des implants durables et confortables et esthétiques. D'autant plus, puisqu'on parle d'esthétique, que les implants en céramique nous donnent beaucoup plus d'avantages au niveau esthétique. Et je pense que c'est pour cette raison-là que l'avenir va être aux implants céramiques. De mon côté, j'ai choisi d'attendre que les implants céramiques soient disponibles au Canada pour faire un cours de spécialisation en implantologie et faire des implants céramiques pour mes patients parce que je ne voulais pas mettre des implants en titane métallique, connaissant déjà les réactions que certains patients pouvaient avoir. Aujourd'hui, c'est encore plus documenté. On a une centaine de publications sur PubMed qui nous dit qu'il y a des réactions au titane inflammatoires, localisées et même systémiques dans tout le corps. Et je pense que les dentistes font une erreur de mettre des implants en titane. Alors, ça prend une certaine habileté pour travailler avec la céramique? On ne peut pas aller voir n'importe qui va nous dire qu'il va faire un implant céramique ou... Les notions de base, difficile? c'est différent. Les notions de base restent toujours là pour quelqu'un qui fait de l'implant depuis des années. Oui, quand on incorpore un nouveau système dans sa pratique, bon, c'est pas les mêmes instruments, c'est pas tout à fait ce dont on est formé pour que ce soit, je dirais, il y a un changement un peu de paradigme pour dire, OK, bien là, mon temporaire, je ne pourrais pas le faire de la même façon. Là, les informations que je vais donner à mon patient, il faut que je les change. Mais en bout de ligne, les étapes ou les préparations du site, les notions par rapport à l'intégration de l'implant dans l'os, tout ça, ça reste la même chose. Alors, ça demande bien sûr une certaine adaptation. Il faut que le dentiste veuille remettre en question certaines façons de faire, mais c'est l'avenir, il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. Maintenant, on va parler des pâtes à dents, des ingrédients qu'on ne veut pas retrouver, qui sont toxiques pour le corps. Là. Que c'est écrit petit, là, préparez-vous avec votre loupe quand vous allez acheter une pâte à dents parce que ce n'est pas écrit gros. Alors, c'est quoi les ingrédients qu'il faut absolument éviter? Avant de parler des ingrédients un à un, j'aimerais, dans le fond, rappeler que la bouche, c'est un endroit avec les muqueuses où on a la perméabilité des tissus la plus importante. Donc, on ne devrait pas se mettre en bouche quelque chose qui n'est pas bon à avaler ou à manger. D'ailleurs, on donne la nitro en dessous de la langue, c'est pas pour rien l'urgence parce que ça fait vite. Exactement, c'est ce que j'allais donner comme, comme exemple. Je vous ai volé. Alors, en fait, beaucoup de médicaments se donnent sublingual, sous la langue, parce qu'ils sont absorbés comme si c'était injecté. Donc, il faut être conscient de ce qu'on se met dans la bouche parce que c'est comme si ça allait dans le sang directement. Alors, le triclosan, c'est un antibactérien, mais on reconnaît au triclosan aussi une notion de perturbateur endocrinien et aussi une association avec une résistance aux antibiotiques. Donc, et ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, on peut s'imaginer que dans quelques années, peut-être qu'on découvrira pour chacun de ces ingrédients-là d'autres répercussions sur le corps. Mais je pense que si on veut une pâte dentifrice qui ne donne pas d'effets secondaires, il faudrait que tous les ingrédients dans la pâte dentifrice soient naturels. C'est ça. Le triclosan, c'en est un à éviter. Le lauryl sulfate ou le sodium de lauryl sulfate, c'est un agent moussant. Et d'ailleurs, on pense que c'est, vu qu'il change
la surface des papilles gustatives, que ce serait le lauryl sulfate qui fait qu'après avoir brossé nos dents, si on va manger un aliment, on trouve que l'aliment n'est pas, c'est pas bon, on a comme un drôle de goût. C'est vrai. Ce serait probablement le lauryl sulfate qui cause ça. On lui attribue aussi certains effets cancérigènes, donc c'est quelque chose à éviter. Il y a l'aspartame. L'aspartame, là aussi, qui a son lot de problèmes au niveau du dérèglement endocrinien. Les fluorures qui sont jusqu'à maintenant annoncées comme étant un miracle là, pour aider à prévenir la carie, que ce soit dans les pâtes dentifrice, que ce soit dans l'eau des municipalités, qui est encore pire, parce que là, on ne contrôle pas la quantité qu'on prend. Non. Ce sont des chimiques qui peuvent même altérer la formation du collagène, peuvent même altérer la formation de l'émail, parce que si quelqu'un prend trop de fluorure, on va avoir un émail qui va être altéré, qui va être brunâtre et qui va être mal formé. Donc, non seulement c'est pas efficace pour prévenir la carie, mais en plus de ça, on a des problèmes associés aux fluorures s'ils sont pris en trop grande quantité. Mais même encore aujourd'hui, quand on va voir un dentiste conventionnel, puis si on prend une pâte à dents qui n'a pas de fluorure, on nous dit, faites attention, vous allez avoir des caries. Ça se dit encore, ça. Fait que c'est pas vrai que s'il n'y a pas de fluorure, on va avoir plus de caries. Je vais rarement voir le dentiste, donc en tout cas à l'extérieur du bureau ici. Ça, donc sûr. je ne Mais suis. ça se dit encore. Mais si ça se dit encore, je pense que ce sont des vieilles croyances qui vont être amenées à changer bientôt, parce que si on regarde les informations à fond, on se rend compte qu'il n'y a plus de validité aux fluorures pour la prévention de la carie. Alors c'est dit, évitez le fluorure. Tout à fait. Alors le DEA maintenant. J'allais dire aussi que pour les fluorures, les fluorures, c'est très oxydant. Donc, c'est un problème pour tous les implants métalliques parce que là, ça va oxyder encore plus et créer une oxydation du métal, possiblement plus d'irritation de la gencive. Donc, on a des problèmes réels à cause du pouvoir corrosif des fluorures, déjà avec les appareils métalliques qui sont en bouche. D'ailleurs, c'est écrit, ces pâtes à dents plus petits que 6 ans, ne pas avaler. Hein? C'est que c'est à cause, surtout à cause du fluorure. Là. Tout à fait, absolument. Alors, c'est dit. DEA maintenant. Alors, c'est un agent moussant chimique également. Et le nom est assez compliqué à dire, mais c'est la même chose en anglais et en français. DEA, c'est... Par cœur, je ne pourrais pas dire. Alors, diéthanolamine, mais c'est la même chose en anglais et en français. Et là aussi, ça peut être un perturbateur endocrinien et créer des irritations aussi des muqueuses. Fait que le DEA, après ça, microbide. Alors, ce sont des billes microscopiques de plastique qu'ils ont décidé d'ajouter dans certains produits pour la peau, dans certains dentifrices, comme abrasif, dans la bouche, comme dentifrice, agir pour enlever les taches et enlever plus facilement la plaque. Alors, on s'est dit que ça serait une bonne façon de nettoyer la dent puis de rendre le dentifrice plus efficace pour nettoyer les taches et la plaque dentaire, sauf que ces billes-là microscopiques, on les avale, elles peuvent se fixer sous la gencive, on les retrouve dans l'environnement avec un grand problème dans l'environnement parce que ça fait des particules microscopiques qui se retrouvent dans les planctons, dans toute la chaîne alimentaire. Puis c'est un problème également pour l'environnement. Bon, OK. Et le propylène glycol,
C'est un chimique, on l'utilise comme déglaçant Celui-là, d'avion. c'est celui qui m'a frappé lors de la conférence. Déglaçage d'avion. J'étais, oh my God. Exactement. Et il y a d'autres applications aussi. Ouais. Là, si on veut en donner quelques exemples, on l'utilise. Mais il y en a dans d'autres choses aussi. Il n'y en a pas juste dans On la pâte à l'utilise dents, dans ça, on les voit ça souvent. peintures, Ouais. dans certains produits industriels, dans certaines huiles minérales. Alors, c'est un produit chimique qu'on ne devrait pas avoir Mais dans ils la mettent ça bouche. pourquoi dans la pâte à dents? Le propylène glycol est utilisé dans les pâtes à dents pour... Si, c'est pour déglacer. C'est peut-être au niveau pour... C'est pas pour le goût, en tout cas. On va vous mettre de toute façon à l'écran les détails que vous allez pouvoir aller vous référer. Ils sont tous inscrits, mais là, on ne vous lira pas tous les détails, ce ne serait pas pertinent. Ceux que ça l'intéresse, on va vous mettre en PDF, vous pourrez aller voir là-dessus. Fait que là, on vous a parlé en gros, on a parlé des implants, tout ça. Maintenant, on va parler un peu, un mélange de questions que je vous ai dit souvent qui reviennent. Alors, bicarbonate de soude, on se fait dire beaucoup, c'est abrasif. Est-ce que c'est abrasif? Non, c'est sécuritaire de l'utiliser sur une base quotidienne. C'est une vieille croyance qu'on pensait que c'était abrasif, mais s'il y a quelque chose qui peut justement détacher, bien enlever la plaque, c'est bien le bicarbonate de soude avant les microparticules de plastique. J'imagine. Le citron. C'est vrai qu'il faut boire notre jus avec une paille pour ne pas abîmer les mailles quand on prend du citron dans un verre, un smoothie, exemple. Alors, le citron est acide. On se dit, oh, acide, c'est pas bon d'en prendre trop. Mais en fait, le citron, si on l'utilise dilué dans l'eau et qu'on boit un verre d'eau avec un jus de citron frais pressé, non seulement il n'y a pas de problème pour les dents, parce qu'il est dilué dans un verre d'eau, mais en plus, il va aider à diminuer l'acidité du corps et à aider à la reminéralisation. La seule chose qu'il faut éviter de faire, c'est de mordre directement dans le citron, parce que si on le fait de façon régulière, comme le citron est très acide, c'est vrai que là, l'émail peut être affecté, un peu comme si on déminéralisait l'émail, et qu'à force de le faire, on peut avoir des manques ou des trous même dans la dent, mais jamais ça arrivera si c'est dilué dans un verre d'eau. Alors, faites pas comme moi. Des fois, je vais au restaurant, je prends le citron puis je me nettoie les dents comme ça avec le citron. Faites pas ça. Alors, les brosses à dents électriques, lesquelles sont bonnes? Il y en a une panoplie. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Il y en a-t-il qu'il faut éviter? Alors, est-ce que c'est bon, premièrement? Oui. Alors, faut dire qu'une brosse à dents électrique n'est pas nécessairement meilleure qu'une brosse à dents manuelle si celle-ci est bien utilisée. Donc, si on a la bonne technique, on va faire un aussi bon travail avec une brosse manuelle qu'avec une brosse électrique. Ceci dit, la bonne technique avec la brosse manuelle, c'est d'avoir une brosse toujours à poil souple pour ne pas abîmer les dents et ne pas éroder la gencive ou je dirais abîmer la surface de la gencive par une brosse trop dure. Mais si la brosse est molle, elle va être flexible et va pouvoir se fixer, se faufiler dans le fond entre les dents et aussi à la base de la gencive où il y a dans le fond l'attachement de la gencive, mais un peu plus bas. La gencive s'attache un peu plus bas que la bordure de la gencive. Donc, entre la bordure de la gencive et la dent, il y a une petite crevasse. Et souvent, la plaque s'accumule là. C'est souvent la région où la gencive est inflammée. Donc, si on a une brosse à dents qui brosse à 45 degrés et qui, dans le fond, va à la fois brosser la base de la dent et va masser la gencive, on se trouve à bien nettoyer là où l'accumulation de plaques se fait le plus. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est à 45 degrés. Fait que ça, c'est notre dent. Il faut placer notre brosse comme ça. À la base, pour aller chercher à la fois, pour aller chercher à la fois
la gencive et la base de la dent. Si je suis en bas, je vais me placer à 45 degrés vers le bas. À l'intérieur, ça va être à 45 degrés toujours pour aller chercher ce qu'on appelle le collet de la dent. Bon. Bien sûr, on va utiliser la brosse également sur le dessus pour nettoyer la surface où on mastique les aliments. Mais si on veut être méthodique, là, pour chaque cadran de la bouche, pour chaque 4 côtés, dans le fond, on va brosser l'extérieur à 45 degrés, l'intérieur à 45 degrés et le dessus là, à plat sur les dents pour bien nettoyer. Quand vient le temps de nettoyer l'arrière des dents du devant, on peut prendre la pointe de la brosse à dents et aller frotter l'arrière parce que c'est difficile de le faire d'une manière horizontale. Et quand on place la brosse à dents à 45 degrés, ben, on fait un mouvement d'en arrière en avant, de quelques dents à la fois. On ne veut pas faire un trop grand mouvement, mais on fait un mouvement d'en arrière et en avant. Et on va, dans le fond, brosser toutes les dents de chaque cadran avec la brosse. Est-ce que la brosse électrique va faire un bon travail? Oui, en autant que, bien sûr, elle est bien utilisée aussi. Il faut que ce soit une brosse à dents à poil souple sur la brosse électrique aussi, sinon on va abîmer les gencives et on peut user les dents. Mais il y a la soie qui ne se remplace pas. Ça, et je dirais même, moi je disais à mes patients, puis je le dis encore, vous pourriez prendre la soie dentaire seule et avoir un meilleur résultat que la brosse à dents seule. Ça, c'est clair. Parce que la soie va aller entre les dents, là où les caries se forment le plus souvent, mis à part le dessus des sillons qui sont souvent un peu plus profonds, mais la soie va prévenir la carie entre les dents et va prévenir les maladies de gencives également entre les dents. D'accord. Alors ensuite, bon, on a dit biberon. Ceux qui ont des bébés puis qui laissent le biberon de lait et tout ça. Ça, je pense qu'il... Alors, quand on parle de biberon, on en est venu à parler de ça lors de la conférence chez Avril parce que ce n'est pas tellement ce que l'on mange, mais quand et comment on le mange qui va faire la différence. Alors, l'exemple que je donnais, c'était la carie du biberon, c'est-à-dire que le lait, si le bébé s'endort avec la bouteille et que le lait reste suffisamment longtemps, bien, on peut avoir des caries, mais vraiment qui vont ravager toutes les dents de la bouche, simplement parce que le lait est resté exposé sur les dents trop longtemps. Jamais on verra ça avec le lait pris normalement si le bébé ne s'endort pas avec. Et c'est un peu la même chose pour les adultes avec leur... je dirais, habitude. Si vous avez l'habitude de manger, grignoter tout l'après-midi, une barre tendre, des fruits séchés, des chocolats ou un café avec du sucre, mais siroté pendant plusieurs heures, là, on est en présence de sucre plusieurs heures par jour et ça finit par déminéraliser la dent et à coup sûr, vous allez avoir des caries. Alors bien sûr, on peut rajouter les bonbons, les menthes pour la laine, les pastilles pour la gorge, c'est bourré de sucre. Les gommes qui ont du sucre, mais là, on fait qu'ajouter, dans le fond, un temps plus important que simplement les 2 ou 3 repas par jour. Et c'est là que ça se passe. Donc, quand quelqu'un a des caries à répétition, la question que je demande, c'est que mangez-vous ou buvez-vous entre les repas? C'est ça. C'est là que ça se passe. C'est ça. C'est trop longtemps, trop de sucre complexe probablement, puis trop longtemps. Siroter trop longtemps quelque chose. Oui, parce que la salive, c'est un protecteur. Et la salive prend une vingtaine de minutes à diluer les sucres, mais les acides causés par les bactéries qui mangent le sucre et qui finissent par exposer la dent aux acides. Donc, si la salive a le temps de nettoyer ou de tamponner les acides, bien, on n'a pas les conséquences. Mais s'il y a toujours une source de sucre qui revient alimenter les bactéries qui produisent des acides et que la salive n'a pas le temps
de les tamponner, bien là, on a une acidité qui est présente au collet de la dent sur plusieurs heures et nécessairement la carie s'installe. C'est ça. Après ça, serrement de dents. Ça, je vous explique, là, moi, j'ai longtemps serré des dents. Puis quand je me couchais, j'avais de la misère à détendre mon visage. Puis aujourd'hui, je comprends que c'était un problème minéral. Expliquez-nous un petit peu ça, là. Ceux qui serrent les dents et tout ça. Parce que des fois, on ne fait pas l'association, mais là, on va bien vous l'expliquer, là, de faire attention à... Bien, quand on est déminéralisé, que le corps est plus acide, qu'on manque de sommeil, manque d'exercice, une alimentation qui est, disons, acidifiante, on va avoir nécessairement tendance à avoir les muscles de la mastication qui vont serrer plus. On voit beaucoup une tendance maintenant à une déficience en magnésium. Et le magnésium est propre à une tension musculaire. Pourquoi c'est dans les muscles du visage plus que dans les mains ou les jambes? Je ne le sais pas, mais c'est souvent là que les patients vont avoir des spasmes ou des tensions. Et beaucoup de gens vont parler de déchaussement de gencives. Et on se rend compte que rarement les déchaussements de gencives sont dus à des problèmes de gencives, mais sont plutôt dus à des serrements de dents, à des grincements de dents qui amènent la dent à continuellement être sous l'effet d'un stress. Et quand elle est sous l'effet d'une torsion, à la base de la dent ou à la jonction avec la racine, on a un effritement de la surface. La gencive qui est attachée à la surface doit nécessairement s'attacher plus bas parce que la surface, elle disparaît. Et les gencives, malgré qu'elles sont en bonne santé, vont être maintenues plus basses que normal avec la racine exposée parce que les patients serrent des dents. Alors, dès qu'on a des symptômes de déchaussement, on regarde tout de suite pour les signes qui accompagnent le serrement de dents et souvent, en faisant par exemple une plaque occlusale ou en travaillant sur le terrain pour rendre le corps moins déminéralisé, on va avoir un impact sur les gencives qui, étant pas soumis à une détérioration du collet de la dent, vont rester stables. OK. Alors, faites attention aux minéraux. Alors, la dernière chose qu'on va parler, en fait, il reste deux choses. Je veux juste qu'on donne, on parle des greffes, une greffe PRF qui se fait ici. Expliquez-nous, en gros, c'est quoi ça, PRF, ces greffes-là? Bien, en fait, il y a plusieurs sortes de greffes. On peut avoir des greffes de gencives pour recouvrir la dent. On peut avoir des greffes d'os pour régénérer l'os avant, par exemple, de faire un implant s'il manque de l'os. Et aujourd'hui, c'est devenu une technique là, incontournable, l'utilisation du concentré plaquettaire qu'on appelle PRF pour Platelet Rich Fibrin. Alors, fibrine riche en plaquettes. Dans le fond, on va centrifuger le sang pour créer une gélatine qui, elle, est de couleur jaunâtre et qui va être riche, justement, en plaquettes en facteur de croissance avec plusieurs cellules qui sont prêtes là, à se différencier et à participer à la régénération. Ce que ça fait aussi comme différence, c'est que ça va, et là on le voit dans les études qu'on a fait avec microscope et analyse du tissu qui est en régénération, là, on est capable de voir qu'il y a de 4 à 5 fois plus de vaisseaux sanguins qui se forment à cause de la fibrine qui est en place, qui, elle, demande aux autres cellules alentour, aux autres, dans le fond, à faire comme un appel à l'aide en disant « Venez nous aider, on a un tissu à réparer ». Ça enclenche, dans le fond, une régénération plus rapide. Et comme c'est un tissu vivant et un tissu intelligent, s'il est en présence d'os, il se transforme en os. En présence de gencives, il se transforme en gencives. Et ça guérit plus vite. Et ça prévient les infections. Et ça prévient la douleur et l'inflammation. Wow. OK. Fait qu'à retenir, greffe PRF. L'autre chose que j'avais oublié d'un dentifrice, on a-tu une solution
facile, maison. S'il nous manque de dentifrice, des ingrédients qu'on pourrait utiliser. Bien, déjà, le bicarbonate de soude Ouais. peut aider à nettoyer les dents. Ouais. C'est pas très bon au goût. Vaut mieux aller avec un bicarbonate de soude grade alimentaire parce que semble-t-il qu'on peut retrouver de l'aluminium dans le bicarbonate de soude qu'on retrouve sur les tablettes dans le supermarché. Ouais. Et on peut d'ailleurs, surtout pour les problèmes de gencives, faire une dilution de 50-50 avec du peroxyde, 3% ou 10 volumes, la bouteille brune, et 50% d'eau, donc moitié-moitié avec de l'eau. Et là, on peut tremper la brosse à dents dans la solution diluée, ramasser la poudre avec et se brosser les dents pour nettoyer les dents, mais aussi enlever l'inflammation des gencives. Juste à titre indicatif pour les gens, le peroxyde, on le retrouve aussi grade alimentaire. Si vous allez dans les magasins de produits alimentaires, vous allez voir, c'est dans les réfrigérateurs enveloppés dans un plastique, vous allez avoir le peroxyde grade alimentaire. Et bon, je crois qu'on a fait le tour. La dernière chose, c'est où est-ce qu'on peut vous trouver, puis c'est quoi votre adresse, puis avez-vous un site web si on veut venir vous consulter? Oui, le site web, c'est www.artdentaireglobal.com ou encore drcarlbenoit.com. Et vous aurez l'adresse, le numéro de téléphone, toutes les informations pour vous rendre. On est situé sur la rue Sherbrooke, dans l'ouest de Montréal, en fait, à Westmount, entre Décarie et Atwater. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Si on fait ça, c'est vraiment pour informer les gens, aider votre santé, arrêter de mettre des toxines. Puis souvent, c'est le manque d'information. Alors, le but de faire ça, partagez, s'il vous plaît, l'information aux gens. Ça peut intéresser tout le monde et tout ça. Alors, merci beaucoup, Dr. Benoit. Merci.